Je m'appelle Elena Ward. J'ai 31 ans. J'étais assise à mon poste de travail. Les yeux parcourant machinalement les bilans financiers sur mon écran. Quand mon téléphone a vibré une seule fois. Pas de façon urgente, pas de façon répétée, juste une notification unique. Du genre qu'on ignore presque. C'était un message de Marcus, mon petit ami. J'ai pensé qu'on devrait peut-être rompre. Je ne l'ai pas ouvert tout de suite. Je l'ai lu à travers l'écran de verrouillage. Puis je l'ai relu. Rien ne s'est abattu sur moi. Aucune douleur aiguë, aucune panique, aucune incrédulité. Ce que j'ai ressenti à la place, c'était un calme étrange, presque immatériel. Comme si quelqu'un avait soulevé quelque chose de lourd de ma poitrine. Quelque chose que je portais depuis si longtemps que j'avais oublié qu'il était là. J'ai jeté un coup d'œil à l'horloge dans le coin de mon moniteur. 15h17. J'ai regardé à nouveau le message. Puis j'ai posé mon téléphone et j'ai laissé passer exactement 30 secondes. 30 secondes, c'était tout ce dont j'avais besoin pour être certaine d'une chose. Ce n'était pas nouveau. Marcus utilisait la menace de la rupture comme levier depuis des mois. Chaque fois que je ne pouvais pas adapter mon emploi du temps. Que je ne pouvais pas prioriser ses projets. Que je ne pouvais pas sursauter quand il claquait des doigts, cela ressurgissait. De façon désinvolte, presque paresseuse. Comme si mettre fin à notre relation n'était qu'un autre bouton qu'il pouvait presser pour me maintenir dans le rang. La dernière fois. C'était parce que je ne pouvais pas prendre un jeudi au hasard pour assister à un barbecue dans le jardin avec ses collègues. Tu ne me fais pas passer en priorité, avait-il dit alors. Peut-être qu'on devrait juste en finir. Chaque fois auparavant, j'avais expliqué, rassuré, ajusté, prouvé ma valeur. Et chaque fois il m'avait pardonné. Mais cette fois, c'était différent. J'ai pris mon téléphone et j'ai tapé. Je suis d'accord. Tes affaires seront sur les marches d'entrée dans les 60 minutes. J'ai appuyé sur envoyer. L'indicateur de frappe est apparu instantanément, a disparu, et réapparu. Puis les messages se sont déversés. Attends, quoi? Je plaisantais, bébé. Appelle-moi. Ce n'est pas drôle. Je te testais juste. Tester. J'ai fixé ce mot plus longtemps que les autres. Tester. Le voilà. Pas de déni, pas de marche arrière, pas d'excuses, juste la vérité. Admise clairement. Pour lui, notre relation n'était pas un partenariat. C'était une expérience. Une série de tests de stress émotionnel. Et j'étais la variable qu'il continuait de pousser. Je n'ai pas répondu. J'ai retourné mon téléphone face contre le bureau, j'ai ouvert le tiroir du bas. J'ai sorti un grand carton que j'avais gardé de mon dernier déménagement. Puis un autre. Puis le rouleau de scotch. Je n'étais pas en colère. Je ne tremblais pas. Je ne pleurais pas. J'étais calme d'une façon qui me semblait presque chirurgicale. J'ai commencé par la salle de bain. Marcus n'avait jamais signé de bail. Il est resté pour plus de commodité. Puis il est resté plus longtemps, puis il a laissé des affaires. Puis il a agi comme si l'espace lui appartenait. Des flacons alignés sur les étagères, des produits capillaires, des articles de toilette. Des eaux de Cologne qu'il insistait pour dire masculines. Un fouillis qui avait lentement tout envahissant que j'ai jamais donné mon accord. J'ai vidé complètement le placard et j'ai tout jeté dans le carton. 10 minutes plus tard, la salle de bain paraissait nue et plus légère. La chambre est venue ensuite. Les vêtements qu'il gardait ici, au cas où. Les ceintures, les montres, les lunettes de soleil. L'oreiller supplémentaire qu'il aimait mais dont il se plaignait qu'il m'empêchait de bien dormir. La plante artificielle qu'il prétendait rendre la pièce plus mature. Je l'ai mise directement dans un sac poubelle. Puis le salon. Son tapis d'exercice inutilisé. Les livres de table arrangés pour l'apparence. Jamais ouverts. Un plaid qui correspondait à la palette de couleurs mais qui donnait l'impression de papier de verre.
Une photo encadrée de nous au mariage de son cousin. Il avait l'air confiant sur la photo. À l'aise. Moi, j'avais l'air enfermé. Je ne l'ai pas déchiré. Je l'ai juste placé face contre le fond du carton. La cuisine a été la dernière. Un extracteur de jus utilisé 2 fois. Des verres à vin destinés aux photos, pas à la boisson. La friteuse à air qu'il avait mendiée. Puis dont il s'était plaint qu'elle prenait trop de place sur le plan de travail. 45 minutes ont passé. 6 cartons, 3 sacs poubelles, soigneusement emballés, étiquetés, complets. Mon téléphone avait l'erreur de contrôle quand j'ai enfin jeté un coup d'œil. Des dizaines d'appels manqués, des messages non lus empilés les uns sur les autres. Je les ai ignorés. Je pourrais écouter les messages vocaux plus tard. Peut-être pour la documentation, peut-être pour l'ironie. J'ai tout porté dehors et je l'ai soigneusement rangé sur les marches d'entrée. J'ai pris une photo nette, avec un bon éclairage, sans possibilité de déni. Puis j'ai envoyé un dernier message. Tout est dehors. Récupère-le dans les 2 heures. Après, ce sera donné. La réponse est arrivée vite. Tu ne peux pas faire ça. J'ai aidé à payer des choses. Ce n'était pas vrai. Des courses, peut-être. 2 fois en 6 mois. Je suis en route. On va en parler. J'ai répondu une seule fois. Si tu ne pars pas. J'appelle la police pour intrusion. Le silence a suivi. Exactement 20 minutes plus tard, sa voiture a foncé dans l'allée sans ralentir. Marcus est sorti avant que le moteur soit complètement coupé. Sa mâchoire était crispée, ses épaules rigides, pas de larmes, pas d'effondrement. Juste une colère brute de quelqu'un qui avait perdu le contrôle de la situation. Il a cogné à la porte. La sonnette a retenti encore et encore. Je n'ouvre pas, ai-je dit à travers la caméra. Tes affaires sont dehors. Prends-les et pars. Tu es irrationnel. A-t-il crié. Ouvre la porte. Je n'ai pas répondu. Un des cartons a cogné contre la porte. L'impact a résonné sèchement. Puis Marcus s'est assis sur les marches et a sorti son téléphone, le mettant en haut-parleur. Maman? C'est dingue. A-t-il dit. Elle me jette dehors à cause d'un texto. Un silence. Marcus. A demandé sa mère prudemment. Qu'est-ce que tu lui as écrit? Un autre silence, plus long. J'ai parlé de rompre, a-t-il admis, mais c'était juste pour voir comment elle réagirait. Un profond soupir est passé par le haut-parleur. Marcus, a-t-elle dit lentement. On ne fait pas ça. J'ai fermé les yeux. Pour la première fois depuis des mois, je n'étais plus la seule à voir le jeu pour ce qu'il était. J'ai su alors, absolument, que ce n'était pas fini. Pas pour lui. Mais pour moi, c'était déjà terminé. Quand les gens demandent comment cela s'est passé. Comment quelqu'un peut lentement prendre le contrôle de ta vie sans que tu t'en rendes compte? Je ne sais jamais par où commencer. Il n'y a pas eu de date d'emménagement spectaculaire. Pas de valise traînée sur mon sol avec l'annonce « J'habite ici maintenant ». Cela s'est fait discrètement. Marcus a commencé à rester parce que c'était plus simple. Mon appartement était plus proche de son bureau. Mon emploi du temps était plus prévisible. Une nuit est devenue 2. 2 sont devenus la plupart de la semaine. Finalement, cela paraissait plus étrange quand il n'était pas là. Au début, c'était de petites choses. Une brosse à dents dans le gobelet de la salle de bain. Une chemise de rechange jetée sur le dossier d'une chaise. Des chaussures près de la porte qui n'étaient pas les miennes. Il n'a jamais demandé, et je ne l'ai jamais arrêté. Je me suis dit que c'était à cela que ressemblait le progrès. C'était à cela que ressemblait l'engagement quand il n'était pas emballé dans des déclarations ou des délais. Nous étions adultes. Nous n'avions pas besoin d'étiquettes pour tout. Puis est venue la couche suivante.
Je peux laisser ça ici, demandait-il nonchalamment. En posant déjà quelque chose avant que je réponde. Une paire de chaussures de sport sous le lit, une veste dans mon placard? Un chargeur branché dans mon mur comme s'il avait toujours appartenu là. Chaque objet était insignifiant isolément. Ensemble, ils formaient une occupation silencieuse. Marcus n'a jamais signé de bail, n'en a jamais proposé. Quand j'en ai parlé une fois, légèrement, en plaisantant, il a balayé cela d'un geste. Pourquoi compliquer les choses? On vit déjà ensemble, en gros. En gros, ce qu'il voulait dire, c'était « j'ai les avantages sans les responsabilités ». J'ai remarqué le changement le plus clairement dans mes routines. J'ai commencé à vérifier mon calendrier avant de faire des projets. Est-ce que cela interférerait avec quelque chose que Marcus voulait? J'ai arrêté de cuisiner certains plats parce qu'il n'aimait pas l'odeur. J'ai ajusté mes soirées pour m'aligner sur ses humeurs. Et lentement, presque imperceptiblement, mon monde s'est rétréci. Si je travaillais tard, il soupirait et disait « Je suppose que je vais juste manger seul ». Si je choisissais une soirée calme à la maison, il m'accusait de ne pas faire d'efforts pour nous. Si je déclinais un projet de dernière minute, il devenait distant, froid, renfermé. Puis venait la phrase « Je ne sais pas si ça marche ». Il la disait toujours calmement, nonchalamment, comme s'il énonçait la météo. La première fois, j'ai paniqué. Je me suis empressé de le rassurer, j'ai expliqué ma charge de travail, j'ai promis de faire mieux. J'ai demandé ce dont il avait besoin de moi. J'ai traité son doute comme un problème que je devais résoudre. Et juste comme ça, la tension a disparu. C'est tout ce que je voulais, a-t-il dit. J'avais juste besoin de savoir que tu tenais à moi. Le schéma s'est installé après cela. Chaque fois que j'affirmais une limite, il remettait en question la relation. Chaque fois que je résistais, il brandissait l'idée de partir. Et chaque fois, je me précipitais pour le ramener. C'était du conditionnement. Je n'avais juste pas encore le vocabulaire pour le nommer. Marcus n'a jamais crié. Il n'a pas claqué de porte ni fait de crise. Son contrôle était plus discret, plus raffiné. Il utilisait la déception comme une lame, le retrait comme une punition. Quand j'ai manqué son afterwork parce que j'avais une présentation tôt le lendemain matin. Il n'a pas discuté. Il s'est juste tu. Pas de texto. Pas d'appel. Quand il a enfin répondu des heures plus tard, c'était une seule ligne. Peut-être qu'on ne veut pas les mêmes choses. Cette phrase m'a suivi dans mon sommeil. Le lendemain matin, je me suis excusé d'avoir choisi mon travail, d'avoir eu besoin de repos. D'exister indépendamment de lui. Il l'a accepté d'un hochement de tête. C'était le moment où j'aurais dû m'arrêter, mais je ne l'ai pas fait. Parce que l'amour ne semble pas manipulateur quand on est dedans. Cela ressemble à de l'effort, à du compromis, à de la croissance. Au moment où j'ai réalisé combien d'espace il occupait, physiquement et émotionnellement. Il semblait trop tard pour le reprendre sans tout faire exploser. Mon appartement ne me semblait plus à moi. Ses affaires n'étaient pas seulement dans l'espace. Elles le définissaient. La déco qu'il insistait pour rendre l'endroit plus mature. Les gadgets qu'il voulait mais n'utilisait jamais. Les objets qui prenaient de la place sans servir à rien de réel. Il reflétait parfaitement la relation. Il était partout et pourtant il contribuait très peu. Je pense que c'est pour cela que le texto n'a pas fait mal quand il est arrivé. Parce qu'une partie de moi s'était déjà détachée. Une partie de moi attendait qu'il aille un pas trop loin pour que je n'aie pas à me sentir coupable. Quand je lâcherai enfin prise. Quand Marcus a tapé, peut-être qu'on devrait rompre, il pensait resserrer la laisse. Ce qu'il n'a pas réalisé, c'est que la laisse avait déjà cassé. Et une fois cassée, tout ce qu'il équilibrait si soigneusement à son confort, son accès. Son contrôle s'est effondré d'un coup. Je n'ai plus eu de nouvelles de Marcus jusqu'à ce qu'il soit déjà en route. Cela aussi m'était familier. Il ne respectait jamais la pause. Le silence, pour lui, était quelque chose à écraser, pas à laisser s'installer. S'il ne pouvait pas contrôler le récit par les mots, il le faisait par sa présence.
J'ai regardé sa voiture entrer dans l'allée à travers le flux de la caméra de la porte. Mon téléphone posé sur le plan de travail de la cuisine. L'image était stable, nette. Il n'y aurait aucune confusion plus tard sur qui était venu où et quand. Marcus est sorti rapidement. Comme si la seule impulsion pouvait forcer la situation à revenir en sa faveur. Il n'avait pas l'air perdu ou dévasté. Il avait l'air offensé. Comme quelqu'un à qui on venait de dire non pour la première fois et qui n'arrivait pas à le comprendre. Cette réaction m'a tout dit. Si cette rupture l'avait vraiment blessé, s'il avait été surpris, il aurait ralenti, hésité. Tenté de parler. Au lieu de cela, il est arrivé à chaud, déjà en colère. Déjà sûr que c'était quelque chose qu'il pouvait encore inverser s'il poussait assez fort. Il a sonné une fois, puis encore, puis frappé fort. « Elena » a-t-il appelé à travers la porte. « Ouvre. » Je suis resté où j'étais. Les cartons étaient rangés soigneusement sur les marches d'entrée exactement comme je les avais laissés. 6 cartons scotchés et étiquetés. 3 sacs poubelles résistants bien fermés. Tout était comptabilisé. Tout était visible. Il n'y avait aucun chaos dans la façon dont je l'avais fait. Aucune mesquinerie, aucune destruction. Cela, je pense, l'a dérangé plus que tout. C'est dingue. A-t-il dit? Sa voix plus tranchante maintenant. Tu exagères. J'ai appuyé sur le bouton de l'interphone de mon téléphone. Tes affaires sont dehors, ai-je dit d'un ton égal. Prends-les et pars. Tu n'as pas le droit de faire ça. A-t-il répliqué. On n'a même pas parlé. Tu as mis fin à ça. Ai-je répondu. J'ai été d'accord. Il y a eu une pause. J'ai pu le voir baisser les yeux vers les cartons. Puis relever la tête vers la caméra comme s'il recalculait. C'était une blague, a-t-il dit. Tu le sais. Je n'ai pas répondu. C'est alors qu'il a perdu le contrôle. Un des cartons s'est soulevé des marches et a cogné contre la porte d'entrée. Le bruit a résonné dans la maison, sec, creux, indéniable. J'ai tressailli, mais je n'ai pas bougé. Ouvre la porte. A-t-il exigé. Maintenant. Non. Ai-je dit. Prends tes affaires. Il est resté là, respirant fort, les poings serrés le long du corps, sans pleurer, sans supplier. Juste une colère brute d'un homme dont le levier avait disparu. Puis il a fait ce que Marcus faisait toujours quand il n'obtenait pas ce qu'il voulait. Il a appelé sa mère. Je l'ai regardé arpenter tandis que le téléphone sonnait, la caméra capturant chaque seconde. Quand elle a décroché, il l'a mis en haut-parleur sans hésitation. Parce que Marcus aimait avoir des témoins quand il croyait avoir raison. Maman? A-t-il dit d'une voix tendue. Elle me vire à cause d'un texto. Quel texto? A demandé sa mère. Le voilà. Le moment. Marcus a hésité. Juste une fraction trop longue. J'ai dit qu'on devrait peut-être rompre, a-t-il admis. Mais j'essayais juste de voir comment elle réagirait. Le silence à l'autre bout s'est étiré. Puis sa mère a parlé, plus lentement cette fois. Mesuré. Marcus, a-t-elle dit. Ce n'est pas quelque chose avec quoi on teste les gens. Sa mâchoire s'est crispée. Tu ne comprends pas. Non, a-t-elle interrompu, plus ferme maintenant. Je comprends parfaitement. Si tu menaces de quitter quelqu'un, tu dois être prêt à ce qu'il te laisse partir. J'ai fermé les yeux. Je ne m'attendais pas à cela. Pas d'elle. Marcus avait l'air stupéfait. Pas blessé, mais pris de court, comme s'il avait supposé que les règles se plieraient pour lui. Comme elle l'avait toujours fait. Alors tu prends son parti? A-t-il demandé.
Je te dis de rentrer à la maison. A-t-elle répondu. On verra pour la suite. Il a raccroché sans un mot de plus. Un instant, il est resté là à regarder les cartons, la réalité de ce qu'il avait fait. Puis il les a ramassés brutalement, avec colère, les chargeant dans son coffre comme s'il s'agissait d'insultes plutôt que de possession. Un par un, il a vidé les marches. Avant de monter dans sa voiture, il a levé les yeux vers la caméra. « Tu vas le regretter. » a-t-il dit d'un ton plat. Je n'ai pas répondu. J'ai attendu que sa voiture disparaisse au bout de la rue avant d'expirer. Ma maison était à nouveau silencieuse. Vraiment silencieuse. Aucune tension qui vibrait sous la surface. Aucune anticipation du prochain test émotionnel. Je savais déjà alors que ce n'était pas la fin de la réaction de Marcus. Les hommes comme lui ne lâchent pas prise quand ils perdent le contrôle. Ils montent d'un cran. La première nuit après le départ de Marcus, j'ai dormi sans interruption. Aucun téléphone qui s'allumait près du lit. Aucune tension de bas niveau qui vibrait dans l'appartement. Aucun calcul de la façon dont il pourrait réagir à quelque chose que je n'avais même pas encore fait. Quand je me suis réveillé, mon esprit me semblait clair d'une façon qui m'a surprise. Cette clarté a duré jusqu'à 2h18, quand mon téléphone a vibré une fois sur la table de nuit. Un texto de Marcus. Je ne vais pas bien. J'ai fixé l'écran quelques secondes avant de le prendre. Un autre message a suivi. Je ne dors plus. Tout me paraît faux. Je me suis assise lentement. Ce n'était pas de la panique. Ce n'était pas de l'inquiétude. C'était de la reconnaissance. Marcus n'était pas en train d'attendre pour partager ce qu'il ressentait. Il testait si la vulnérabilité émotionnelle pouvait encore me ramener dans son orbite. Que veux-tu dire? Ai-je tapé? La réponse est arrivée rapidement. Je me sens vide, comme si j'avais tout gâché. Je ne parle pas d'habitude de ça. Mais je crois que je suis peut-être dépressif. Le voilà. Pas un diagnostic, pas un appel à l'aide. Une étiquette soigneusement posée dans la conversation, assez lourde pour déclencher la culpabilité. Assez vague pour éviter toute responsabilité. Marcus n'avait jamais parlé de santé mentale auparavant. Il ne s'introspectait pas. Il n'articulait pas ses sentiments sauf si cela servait un but. Et en ce moment, le but était clair. Je galère parce que tu m'as fermé la porte. A-t-il ajouté. J'ai lu cette phrase 2 fois, puis encore une. C'était le pivot, le transfert silencieux de la responsabilité. Son état émotionnel n'était pas quelque chose qui lui arrivait. C'était quelque chose que je lui faisais. Je n'ai pas répondu immédiatement. Quand je l'ai fait, mon message était délibéré. Je suis désolé que tu ne te sentes pas bien, mais nous ne sommes plus ensemble. La bulle de frappe est apparue, a disparu, et réapparue. Alors c'est ça. Tu t'en vas juste pendant que je m'effondre. J'ai expiré lentement. Marcus ne demandait pas de soutien. Il exigeait de la proximité. Il voulait que je reprenne le rôle que j'avais toujours joué. Le stabilisateur, le régulateur, le filet de sécurité émotionnelle. Si tu galères, ai-je répondu. Tu devrais parler à un professionnel ou à quelqu'un en qui tu as confiance. Il y a eu une longue pause. Puis, je ne fais confiance à personne d'autre. Cette phrase était intentionnelle. L'isolement présenté comme de l'intimité. La dépendance présentée comme du lien. Ce n'est pas quelque chose que je peux réparer, ai-je écrit. Et ce n'est pas ma responsabilité. Le silence qui a suivi m'a semblé plus lourd que toutes les disputes que nous avions eues. Quand Marcus a répondu à nouveau, le ton avait changé. Tu as changé. Avant, tu te souciais de moi. J'ai presque souri. Cette phrase m'était familière. Elle apparaissait toujours quand ses outils habituels cessaient de fonctionner. Quand la colère échouait, quand la culpabilité ne prenait pas.
Je n'ai pas répondu. Au matin, l'histoire était passée en ligne. Marcus a posté une photo. Lui assis seul dans sa voiture, mâchoire crispée, yeux ternes, pas de larmes, pas de dramaturgie. Juste une fatigue soigneusement mise en scène pour susciter la sympathie. La légende disait. Difficile d'admettre quand on ne va pas bien. Certaines personnes partent dès que les choses deviennent lourdes. Les commentaires ont afflué en quelques minutes. Tiens bon, mec. La santé mentale, ça compte. Tout le monde ne peut pas gérer la vraie vie. J'ai regardé en silence. Puis Marco, l'un des rares qui ne s'adonnait pas aux théâtres émotionnels, a commenté. Tu n'as pas écrit à Elena que tu voulais rompre? Le post a disparu en moins d'1 heure. Marcus ne m'a pas écrit à ce sujet. Au lieu de cela, il a pivoté à nouveau. Tu as encore des affaires à moi. J'ai répondu une fois, tout a été placé dehors et récupéré. J'ai des images. Quelques minutes ont passé. Tu te moques vraiment de ce que ça me fait? Je n'ai pas répondu. Cet après-midi-là, la réceptionniste de mon bureau m'a appelé. Elena, a-t-elle dit prudemment. Quelqu'un insiste pour te parler. Il dit qu'il s'inquiète pour ton bien-être et que tu ne réponds pas. Marcus. Il n'avait pas pleuré. Il n'avait pas supplié. Il avait simplement élargi la scène, transformant mon silence en inquiétude. Ma limite en négligence. J'ai parlé calmement. Ne le passez plus jamais, lui ai-je dit. Il n'est pas autorisé à me contacter au travail. Quand elle a raccroché, je suis resté un long moment à regarder mon écran. C'était clair maintenant. Le déni n'avait pas fonctionné. La colère n'avait pas fonctionné. La culpabilité n'avait pas fonctionné. Alors Marcus avait tendu la carte socialement la plus protégée qui lui restait, la dépression. Pas comme quelque chose à guérir, mais comme quelque chose à instrumentaliser. Et c'est à ce moment-là que j'ai cessé d'espérer qu'il se calme. Parce que quelqu'un qui utilise son état mental pour contrôler une autre personne n'est pas en train de s'effondrer. Il monte d'un cran. Au 4e jour, Marcus a cessé d'essayer de me joindre directement. Cela aurait dû être un soulagement. Au lieu de cela, cela a marqué le début de quelque chose de pire. Quand la manipulation ne fonctionne pas en privé, elle passe en public. Je l'ai appris de la même façon que la plupart des gens maintenant, par hasard. Une collègue d'un autre service s'est arrêtée au milieu d'une conversation avec moi dans la salle de pause, son expression se crispant légèrement avant qu'elle force un sourire. Et, a-t-elle dit en baissant la voix. Tu vas bien? Oui. Ai-je répondu. Confuse. Pourquoi? Elle a hésité juste assez longtemps pour me dire qu'elle avait déjà entendu quelque chose. J'ai vu le post de Marcus, a-t-elle dit, sur sa santé mentale. Je voulais juste vérifier. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé qu'il n'avait pas seulement vidé son sac. Il construisait un récit. Quand j'ai vérifié plus tard, le post avait déjà disparu. Supprimé, effacé, remplacé par quelque chose de plus doux, moins accusateur, plus ambigu. Mais le mal était fait. Marcus ne m'avait pas nommé. Il n'en avait pas besoin. L'implication était assez claire. Il souffrait. Je l'avais abandonné. C'était une stratégie familière. Dire juste assez pour inviter la sympathie, mais pas assez pour être tenu responsable. Au cours des 2 jours suivants, la pression indirecte a monté. Une amie commune m'a écrit tard le soir. Marcus ne va pas bien. Je n'ai pas répondu. Un autre message est arrivé le lendemain matin. Il dit que tu l'as bloqué quand il était au plus bas. J'ai fixé l'écran. Bloqué? Je ne l'avais pas bloqué. J'avais simplement cessé d'interagir. Mais dans la version de Marcus, le silence était de la cruauté. Les limites étaient une punition. Puis sont venus les appels. Pas de lui,
mais de gens qui ne s'étaient jamais inquiétés de moi pendant la relation. Tu as parlé à Marcus? Il galère vraiment. Tu sais. Il n'est pas doué pour exprimer ses émotions. Chaque message portait le même sous-texte. Tu lui dois des soins. Tu es responsable de ce qu'il ressent. Aucun d'eux n'a demandé si j'allais bien. À la fin de la semaine, Marcus a encore monté d'un cran. Il a affirmé, en privé cette fois, que j'avais retenu des objets sentimentaux. Une montre que son grand-père lui avait donnée, un chargeur dont il avait besoin pour le travail. De petites choses invérifiables. J'ai répondu une fois brièvement. Tout ce que tu as laissé a été placé dehors et récupéré. J'ai des images vidéo. Il n'a pas répondu à cela. Au lieu de cela, il a pivoté vers la réputation. Lors d'une petite réunion chez Marco. Une soirée jeu de société à laquelle Marcus avait été explicitement prié de ne pas venir. Il est venu quand même. Oh, a dit Marcus à haute voix quand il m'a vu là, feignant la surprise. Je ne savais pas que tu serais là. La pièce s'est tue. Marco s'est raidi. Je t'ai écrit de ne pas venir. Marcus a souri finement. J'ai dû rater ça. Il ne s'est pas assis. Il a plané. Il est passé d'une personne à l'autre, racontant l'histoire par fragments. Chaque version légèrement modifiée. Version 1, j'ai fait une mauvaise blague et elle m'a jeté dehors. Version 3, j'ouvrais mon cœur sur ma santé mentale et elle m'a fermé la porte. Version 6, elle a surréagi et m'a complètement coupé. Au moment où je suis parti, je sentais l'ambiance changer derrière moi, non pas vers lui, mais loin de lui. Les gens n'aiment pas être recrutés dans la guerre émotionnelle de quelqu'un d'autre. La tentative suivante a été plus subtile. Marcus a commencé à apparaître dans des endroits qu'il savait que je fréquentais. Sans s'approcher, juste en existant dans le même espace, assez près pour être vu. Assez loin pour pouvoir invoquer la coïncidence. Le café près de mon bureau, le supermarché le dimanche matin. Le hall de la salle de sport où il prétendait avoir changé d'abonnement. Chaque fois, il me regardait, ne disait rien. Laissait le moment parler pour lui. Regarde comme je souffre. Regarde ce que tu as fait. J'ai tout documenté. Date, heure, lieu. Parce qu'à ce stade, je n'étais plus confuse. Je ne remettais plus ma décision en question. Je regardais un homme se défaire parce que l'histoire qu'il avait construite, où il était le blessé et moi la soignante, ne tenait plus. Et quand l'assassinat de caractère ne lui a pas gagné d'allié, il est passé à quelque chose de plus dangereux. La première fois que Marcus s'est montré près de mon bureau, je me suis dit que c'était une coïncidence. L'immeuble abritait plusieurs entreprises, un café au rez-de-chaussée, un parking partagé. Ce n'était pas impossible que nos chemins se croisent. La deuxième fois, j'ai cessé de faire semblant. J'ai remarqué sa voiture en ralenti de l'autre côté de la rue pendant ma pause déjeuner. Moteur allumé, vitre baissée, Marcus assis derrière le volant, téléphone à la main. Sans le regarder, juste en regardant droit devant, en attendant, en m'attendant. Je ne l'ai pas salué. Je suis passé devant les fenêtres du hall sans tourner la tête. Quand je suis revenu 20 minutes plus tard, sa voiture avait disparu. C'était le schéma. Jamais à l'intérieur, jamais assez près pour être accusé d'intrusion. Toujours juste en dehors du périmètre, présent, visible, niable, assez près pour déstabiliser. Le troisième jour d'affilée, ma responsable m'a prise à part. Tout va bien, a-t-elle demandé doucement. La sécurité a signalé quelqu'un qui traîne près de l'immeuble. J'ai senti mon estomac se nouer, non de peur, mais de certitude. Oui, ai-je dit après un moment. Mais je devrais peut-être en parler au RH bientôt. Cet après-midi-là, Marcus a encore monté d'un cran. Cette fois, il n'est pas venu physiquement. Il a appelé. Pas moi, mon lieu de travail. La réceptionniste a transféré l'appel sur mon poste avant de me demander. J'ai immédiatement reconnu sa voix. Le même rythme,
la même neutralité soignée qu'il utilisait quand il voulait paraître raisonnable. Bonjour, a-t-il dit. J'essaie de joindre Elena. Je m'inquiète, il s'éclaircit la gorge pour elle. Elle ne répond pas et. Je voulais juste m'assurer qu'elle est en sécurité. J'ai fermé les yeux. L'inquiétude présentait comme de la protection. N'appelez plus ici, ai-je dit calmement. C'est inapproprié. Je n'essaie pas de créer de problème. A-t-il répondu. Je m'inquiète juste. Tu franchis une ligne. Ai-je dit. Tout contact ultérieur passera par des voies légales. Il y a eu une pause, une expiration sèche. Alors c'est comme ça que tu gères, a-t-il dit, en me coupant complètement. Oui, ai-je répondu. C'est exactement comme ça. Il a raccroché sans un mot de plus. Dans l'heure, les RH ont demandé à me parler. J'ai tout expliqué de façon succincte, factuelle. La rupture, les messages, les posts sur les réseaux, les apparitions près de l'immeuble, l'appel. Je n'ai pas commenté. Je n'ai pas dramatisé. Je leur ai montré des captures d'écran. Le ton de la réunion a immédiatement changé. C'est préoccupant, a dit la responsable RH. S'il réapparaît, nous contacterons la sécurité. Le lendemain matin, Marcus est réapparu. Même endroit, même voiture, même immobilité. Cette fois, la sécurité s'est approchée de lui. Je l'ai regardé depuis la fenêtre du deuxième étage pendant qu'il parlait. Marcus a gesticulé calmement, hochant la tête, feignant la confusion. Il n'a pas discuté. Il n'a pas élevé la voix. Il n'en avait pas besoin. Être prié de partir suffisait à nourrir le récit qu'il construisait. Cet après-midi-là, mon téléphone a vibré avec un message d'une amie commune. Marcus dit que tu essaies de lui créer des problèmes au travail. Je n'ai pas répondu. À ce stade, je comprenais la stratégie. S'il ne pouvait pas m'atteindre émotionnellement, il forcerait l'interaction par les institutions. Les amis, les employeurs, les espaces partagés. Il voulait des frictions, une réponse, n'importe quoi pour prouver que j'étais encore engagé. Je ne l'étais pas. J'ai tout documenté. Les dates où il était apparu, l'appel à mon bureau, le rapport de la sécurité. Parce que cela avait franchi le cap de l'inconfort pour devenir dangereux. Et Marcus ne reculait pas. Il testait maintenant de nouvelles limites. Des limites qui n'appartenaient plus seulement à l'un de nous deux. Et une fois que quelqu'un commence à utiliser ton gagne-pain comme levier, la situation cesse d'être personnelle. Elle devient procédurale. Marcus a cessé d'apparaître près de mon bureau après l'intervention de la sécurité pendant exactement 3 jours. Juste assez longtemps pour que j'expire. Juste assez longtemps pour qu'il change de tactique. J'ai appris l'existence de la nouvelle petite amie par un message auquel je ne m'attendais pas. Il venait d'un numéro que je ne reconnaissais pas. Bonjour, je n'essaie pas de créer de drame. Mais je pense que tu devrais savoir ce que Marcus dit sur toi. J'ai fixé l'écran. Puis un autre message est arrivé. Je m'appelle Claire. Donc c'était ça. Il n'était pas passé à autre chose. Il avait recruté. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai laissé les messages reposer pendant que je les relisais, plus lentement cette fois. Le ton n'était pas hostile. Il n'était pas confrontant. Il sonnait incertain, curieux. Le genre de curiosité qui n'est quand quelqu'un sent qu'on ne lui a raconté que la moitié de l'histoire. Il dit que tu étais contrôlante. Que tu l'as coupé quand il était dépressif. Que tu essaies de lui ruiner la vie. Le voilà. Pas seulement la posture de victime, mais la création d'une vilaine. J'ai tapé avec précaution. Je suis désolé que tu aies été mise dans cette position. Je ne vais pas argumenter avec toi. Mais je peux te montrer exactement ce qui s'est passé si tu veux la vérité. Il y a eu une longue pause. Puis, oui. Je n'ai pas commenté.
Je ne l'ai pas insulté. Je n'ai pas plaidé. J'ai envoyé des captures d'écran, le texto de rupture original, son aveu que c'était un test. Les messages sur la dépression, mot pour mot, le post sur les réseaux avant sa suppression. Les horodatages, puis le clip vidéo de la caméra de la porte, le carton qui cognait contre la porte. Je n'ai rien envoyé d'autre. Des minutes ont passé. Puis Claire a répondu. Il m'avait dit que tu l'avais jeté dehors pour rien. Il a dit que tu étais instable. J'ai laissé cela reposer. Je suis vraiment désolé, a-t-elle écrit ensuite. Je ne savais pas. Je n'ai pas ressenti de triomphe. J'étais fatigué. Tu ne me dois rien, ai-je répondu. Mais tu devrais faire attention. Elle n'a plus répondu après cela. 1 heure plus tard, Marcus a appelé. Je n'ai pas décroché. Il a rappelé. J'ai bloqué le numéro. 10 minutes après cela. Mon téléphone a vibré avec une notification de message vocal d'un numéro inconnu. Je n'avais pas besoin d'écouter pour savoir ce que ce serait. J'ai écouté quand même. Sa voix était tendue, contrôlée, furieuse. Tu n'avais pas le droit, a-t-il dit. Tu m'as sabordé. Tu l'as retourné contre moi. J'ai supprimé le message. Ce soir-là, Marco m'a écrit. Marcus est passé chez moi tout à l'heure. Ma poitrine s'est serrée. Il a dit que tu manipulais les gens, que tu étais obsédé par l'idée de le détruire. J'ai expiré lentement. Tu l'as cru? Ai-je demandé. Non. A répondu Marco. Il n'arrivait pas à tenir son histoire. C'était le schéma maintenant. Chaque fois que Marcus essayait d'utiliser quelqu'un comme tampon, comme preuve qu'il allait bien, qu'il était désirable, qu'il passait à autre chose, l'histoire se fracturait. Trop de versions, trop de contradictions. Claire a cessé de lui répondre complètement. Et c'est, je pense, le moment où quelque chose a cassé chez Marcus. Parce que la chose suivante qu'il a faite n'était ni subtile, ni niable, ni indirecte. Il s'est présenté à ma salle de sport à 6h04. J'étais en train de m'étirer quand je l'ai vu près de l'accueil. Appuyé nonchalamment contre le comptoir, en train de parler au personnel. J'ai regardé l'expression de la réceptionniste changer, confuse, puis méfiante. Puis elle a regardé vers moi. Elena, a-t-elle dit prudemment. Ce monsieur dit qu'il est votre partenaire et qu'il a égaré son badge d'accès. Je n'ai pas hésité. Ce n'est pas mon partenaire, ai-je dit. Nous avons rompu il y a plusieurs jours. Il n'est pas autorisé. Marcus s'est tourné, forçant un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Ne sois pas comme ça, a-t-il dit. On peut parler. Je n'ai pas répondu. La sécurité est intervenue. Ils l'ont escorté dehors calmement, professionnellement. Alors que les portes se refermaient derrière lui, Marcus s'est retourné une dernière fois, m'accrochant du regard à travers la vitre. Pas de larmes, pas de supplications. Juste un regard qui disait qu'il croyait encore que c'était un jeu qu'il pouvait gagner. Cette croyance ne survivrait pas à ce qui allait suivre. Au moment où Marcus a été éloigné de la salle de sport, il n'y avait plus rien à mal comprendre. Ce n'était pas un chagrin d'amour. Ce n'était pas de la confusion. Ce n'était pas un homme qui peinait à lâcher prise. C'était de la persistance face au rejet. Ce même matin, je suis resté un long moment dans ma voiture avant de partir travailler. Les mains sur le volant, en respirant régulièrement. Je ne tremblais pas. Je n'avais pas peur. Mais quelque chose en moi était passé de l'endurance à l'action. J'ai appelé une avocate pendant ma pause déjeuner. Pas de façon dramatique, pas impulsivement. J'ai expliqué la chronologie, le texto de rupture, le test, les cartons, les posts en ligne. Les messages sur la dépression, les apparitions près de mon bureau, l'appel à mon lieu de travail. L'incident à la salle de sport. J'avais de la documentation pour tout. Capture d'écran, date, heure, rapport de sécurité, images vidéo. L'avocate a écouté sans m'interrompre.
Quand j'ai terminé, elle a dit une phrase qui a confirmé ce que je savais déjà. Cela constitue du harcèlement. Nous avons déposé une demande d'ordonnance restrictive cet après-midi-là. Je n'ai pas prévenu Marcus. Je ne l'ai pas averti. Je ne lui ai pas donné une autre chance de réinterpréter mon silence comme de la cruauté. 2 jours plus tard, il a prouvé que l'ordonnance était nécessaire. Je quittais le travail quand je l'ai vu de l'autre côté de la rue. Pas en train d'arpenter, pas en train de crier, juste debout là avec une pancarte. Parlons. Il n'a pas avancé. Il n'a pas appelé mon nom. Il est juste resté là, assez près pour être vu, assez loin pour pouvoir invoquer la retenue. La sécurité a appelé la police. Marcus a tenté d'en rire quand ils se sont approchés de lui. C'est un malentendu, a-t-il dit. On a juste des problèmes de couple. L'un des policiers s'est tourné vers moi. Madame, a-t-il demandé. Vous connaissez cet homme? Oui. Ai-je dit. C'est mon ex et on lui a demandé de ne plus me contacter. Marcus s'est raidi. Ce n'est pas vrai. A-t-il dit rapidement. Elle exagère. J'ai tendu mon téléphone à l'officier. Les messages, les captures d'écran, les horodatages, la vidéo. L'officier a fait défiler en silence. Monsieur, a-t-il dit finalement. Elle a clairement fixé sa limite. Vous devez partir. Le sourire de Marcus a disparu. La semaine suivante, nous étions au tribunal. Marcus est arrivé confiant, soigné, calme. Il portait la même expression qu'il utilisait chaque fois qu'il pensait pouvoir se sortir d'affaire. En parlant. Le juge a examiné les preuves avec attention. Le texto original où Marcus suggérait de rompre, son aveu que c'était un test. Les messages suivants, les posts sur les réseaux sociaux, les rapports de sécurité. L'incident à la salle de sport. Quand le juge a relevé la tête, sa voix était ferme. Monsieur Aïe. A-t-il dit. Vous avez mis fin à la relation. Marcus a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Tout ce qui a suivi, a continué le juge, constitue des contacts non désirés. Marcus a tenté un dernier angle. C'était un malentendu, a-t-il dit. Je pensais qu'elle savait que je ne le pensais pas. Le juge s'est légèrement penché en arrière. Pourquoi quelqu'un plaisanterait-il sur la fin d'une relation, a-t-il demandé. Marcus a hésité. Pour voir si elle tenait à moi. A dit Marcus. Le juge a hoché une fois la tête. C'est de la manipulation, a-t-il dit. Pas de la communication. L'ordonnance a été accordée. Marcus devait rester à 150 mètres de moi, de mon domicile et de mon lieu de travail. Aucun contact, aucun intermédiaire, aucune exception. Je pensais que ce serait la fin. Je me trompais. Marcus n'a pas violé l'ordonnance de façon flagrante, mais il a testé ses limites. Des notes livrées par des connaissances communes, renvoyées non lues. Sa mère appelant d'un numéro masqué, bloqué. Des comptes de réseaux sociaux jetables signalés. Apparaissant dans des endroits juste au moment où je partais. Techniquement en dehors de la distance. Chaque tentative a été consignée. Chacune a renforcé le dossier. La goutte d'eau a été quand les RH m'ont rappelé. Marcus a postulé pour un poste ici, ont-ils dit. Un autre service, le même immeuble. L'équipe juridique a immédiatement bloqué cela. Marcus a menacé de poursuivre pour discrimination. Les avocats de l'entreprise ont géré cela rapidement. Après cela, les tentatives se sont arrêtées, non parce qu'il avait compris, mais parce qu'il n'y avait plus nulle part où aller. Une fois l'ordonnance restrictive en place, le bruit autour de Marcus a commencé à s'estomper. Pas d'un coup, pas proprement, mais inévitablement. La première chose à disparaître a été son public. Les gens qui s'étaient précipités pour le réconforter les premiers jours ont commencé à reculer. Non par loyauté envers moi, mais par épuisement.
Marcus ne pouvait pas s'arrêter de raconter l'histoire et chaque fois qu'il la racontait, les détails changeaient. Un jour il plaisantait, le lendemain il s'ouvrait émotionnellement. Puis il était abandonné pendant une dépression. Les gens finissent par remarquer ce genre de schéma. Marco m'a raconté plus tard qu'à une réunion, Marcus avait passé presque toute la soirée à passer d'une personne à l'autre, à raconter la même rupture comme un script qu'il ne pouvait s'empêcher de répéter. Au 5e récit, quelqu'un lui a posé une question simple. Si c'est toi qui as rompu avec elle, pourquoi tu agis comme si c'était elle qui t'avait quitté? Marcus n'a pas répondu. La deuxième chose à disparaître a été son filet de sécurité. Claire, sa nouvelle petite amie. Celle qu'il avait essayé d'utiliser comme preuve qu'il était passé à autre chose, a complètement coupé le contact après que la vérité a éclaté. Elle ne l'a pas confronté. Elle n'a pas discuté. Elle a juste disparu. Lorraine, l'amie qui avait laissé Marcus dormir quelques jours sur son futon, a finalement atteint sa limite. Il ne cherchait pas un endroit où rester. Il cherchait un public. Après l'incident à la salle de sport, l'avertissement de la police et l'audience pour l'ordonnance restrictive, Lorraine lui a demandé de partir. Marcus est retourné chez ses parents. Cette fois, il y avait des conditions, un loyer, des limites, des rendez-vous de thérapie. La troisième chose à disparaître a été son emploi. Non parce que j'avais fait quoi que ce soit, mais parce que Marcus avait cessé de se présenter. Il a manqué des shifts, ignoré les relances, n'a pas rappelé. 2 semaines après l'audience, il a été licencié pour absence répétée. Les retombées se sont propagées rapidement. Les gens qui avaient partagé son post l'ont discrètement retiré des discussions de groupe. Les invitations ont cessé d'arriver. Les messages sont restés sans réponse. Le récit qu'il avait essayé de contrôler l'a finalement dépassé. La partie la plus troublante n'était pas qu'il ait perdu des choses. C'était qu'il ne semblait pas comprendre pourquoi. Marcus disait à quiconque voulait l'écouter que je l'avais détruit, que j'avais orchestré tout cela, que j'avais retourné les gens contre lui par pure méchanceté. Mais la vérité était plus simple et plus dure. J'avais cessé de participer, et sans mes réactions pour l'ancrer. Tout ce qu'il avait construit s'est effondré sous son propre poids. 6 semaines après que l'ordonnance restrictive a été finalisée, mon avocate m'a transmis une dernière communication, une lettre du thérapeute de Marcus. Elle était professionnelle, polie, soigneusement rédigée. Le thérapeute expliquait que Marcus travaillait sur les conséquences émotionnelles de la relation et pensait qu'une conversation médiatisée pourrait l'aider dans son processus de deuil. Mon avocate a répondu en mon nom. Tout progrès thérapeutique, a-t-elle écrit, doit se faire sans mon implication et dans le respect des limites de l'ordonnance du tribunal. Ce fut la dernière tentative directe. Après cela, Marcus s'est effacé en arrière-plan de sa propre histoire. Et ma vie a recommencé à s'élargir. 6 mois après le texto qui a tout terminé, ma vie est calme d'une façon que je considérais autrefois comme ennuyeuse. Maintenant, je sais mieux. Mon appartement me semble à nouveau à moi. Les coins sont dégagés. Les étagères contiennent des choses que j'utilise réellement. Le lit n'a plus de coussins décoratifs qui ne servent à rien. L'espace n'est pas mis en scène pour l'approbation de quiconque. Il existe pour mon confort. Je ne me suis pas précipité dans une autre relation. J'ai daté légèrement. Un café ici, un dîner là. Rien qui exigeait des explications ou des négociations émotionnelles. Pour la première fois depuis longtemps, je ne gérais plus les réactions de personne. Le travail s'est aussi stabilisé. Sans le stress de fond constant, ma concentration s'est affûtée. J'ai repris des projets que je repoussais. J'ai pris la parole en réunion au lieu de calculer comment mon emploi du temps pourrait déranger quelqu'un à la maison. Il y a 2 mois, j'ai été promu. Je ne l'ai pas annoncé en ligne. J'ai célébré discrètement avec un plat à emporter, un verre de vin et une soirée tôt. La seule rencontre inattendue est arrivée au supermarché. J'étais en train d'attraper un paquet de grains de café quand j'ai entendu mon nom. Elena. Je me suis retourné.
La mère de Marcus se tenait à quelques mètres, son caddie à moitié plein. Son expression prudente mais sincère. « Je ne m'attendais pas à vous voir », a-t-elle dit. « Moi non plus. » ai-je répondu. Il y a eu une pause, maladroite, mais pas hostile. « Je suis désolé pour tout », a-t-elle dit finalement. Marcus travaille sur lui-même. J'ai hoché la tête. J'espère que cela l'aide. Elle a hésité. Il sait qu'il a merdé. Les tests. Tout ça. Je ne l'ai pas élevé pour traiter les gens comme ça. Je sais. Ai-je dit? Et je le pensais. Elle a eu l'air soulagée par cela. Vous étiez bien avec lui. Était. J'ai pensé à voix haute. C'est du passé. Elle a esquissé un petit sourire résigné. Vous êtes une bonne personne. Elena. Je vous remercie. Ai-je dit. Prenez soin de vous. Nous avons pris des chemins séparés. Ce soir-là, j'ai pensé à la facilité avec laquelle tout aurait pu se passer autrement. Si j'avais répondu à ce texto par la peur plutôt que par la clarté. Si j'avais essayé de me prouver encore une fois. Si j'avais accepté le test. Marcus s'attendait à une bagarre, une supplication, un geste dramatique de dévouement. Ce qu'il a obtenu, c'est un accord. Et cet accord a démantelé tout ce qu'il pensait contrôler. C'est la leçon. Quand quelqu'un menace de partir pour garder le pouvoir sur toi, laisse-le partir. S'il voulait rester, il n'instrumentaliserait pas le départ. Et si être abandonné fait partie d'un test, la relation a déjà échoué. Mon seul regret est de ne pas avoir agi plus tôt. Ces coussins décoratifs étaient vraiment horribles. Si tu as déjà été dans une relation où le silence était une punition, où l'affection était conditionnelle, et où la menace de partir servait de levier. Cette histoire n'était pas seulement la mienne, c'était aussi la tienne. Je veux remercier tous ceux qui ont partagé des expériences similaires, envoyé des messages. Ou hoché silencieusement la tête parce que des parties de ceux-ci leur semblaient inconfortablement familières. Tu n'es pas faible d'être resté. Tu n'es pas cruel d'être parti. Et tu n'es pas sans cœur d'avoir choisi la paix. Que ceci soit le rappel. L'amour ne te teste pas en menaçant de disparaître. L'attention n'exige pas que tu te prouves sous pression. Et une vraie connexion n'exige jamais que tu te fasses plus petit. Si cette histoire a résonné en toi, n'hésite pas à commenter et à partager tes pensées ci-dessous. Ta voix pourrait être exactement ce dont quelqu'un d'autre a besoin d'entendre aujourd'hui. Et si tu veux plus d'histoires comme celle-ci, réelles, brutes et ancrées dans des leçons durement acquises, n'oublie pas de t'abonner. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Et en attendant, prends soin de toi.